Les anciennes demeures d'Hollywood ne sont peut-être pas aussi grandes ou somptueuses que les maisons de nombreuses célébrités aujourd'hui, mais compte tenu de leur taille et de leur coût à l'époque où elles ont été construites, elles restent impressionnantes. Souvent situées sur des hectares de terrain, beaucoup offraient des équipements comme des piscines, des cours de tennis et même des parcours de golf. Les résidents et leurs invités pouvaient utiliser des dizaines de salles de bain, chambres à coucher et salles de projection privées pour leurs films. Des hectares de jardins et d'écuries au garage assez grands pour contenir toute une flotte de voitures. Voici les propriétés qui offrent un cadre approprié pour que l'élite hollywoodienne, plus grande que nature, passe ses jours et ses nuits. Buster Keaton a construit pour sa femme un manoir de près de 11 000 pieds carrés avec 14 000 $ de palmiers. La légende du cinéma muet Buster Keaton a construit sa maison à Beverly Hills en 1926, à un pâté de maison du Beverly Hills Hotel, où il vivait avec sa femme, Natalie Talmadge. Leur maison nouvellement construite mesurait près de 11 000 pieds carrés et se trouvait sur 3 acres et demi. Comportant 20 pièces, elle ressemblait aux villas italiennes et espagnoles, avec du fer forgé, de la maçonnerie et du verre en arc. Il y avait une cheminée de 5 pieds de large et une pièce avec une table de billard et un bar caché, qui pouvait être converti en salle de projection. La propriété de Keaton comprenait également un court de tennis, une piscine construite pour ressembler à un bain romain et une volière. Parmi les jardins extérieurs, il a construit un ruisseau à truites et planté 42 palmiers, ce qui a coûté un total de 14 000 $. Talmadge a gardé la propriété lorsqu'elle et Keaton ont divorcé en 1932, et elle est devenue la propriétaire du domaine. La maison a vu de nombreux visiteurs, comptant Cary Grant et James Mason parmi ceux qui ont vécu avec l'ancienne épouse de Keaton là-bas. En 2016, la propriété de Keaton a finalement été reconstituée par de nouveaux propriétaires, qui ont acheté la propriété pour 16 200 000 $. Henry E. Huntington a dépensé 240 000 $ pour plus de 500 acres en 1903. Henry Huntington a fait fortune dans l'immobilier et les chemins de fer, et en 1903, il a acheté 600 acres de terrain à San Marino pour 240 000 $. En 1905, il a commencé à planifier la conception de son immense maison, en engageant un architecte pour réaliser sa vision 3 ans plus tard. Après son achèvement en 1911, la maison de 55 000 pieds carrés de Huntington a pris l'apparence des maisons de la Renaissance espagnole et italienne, avec son entrée en porte cochère et ses nombreuses décorations classiques. Le domaine disposait d'un garage de 8 000 pieds carrés et d'une voie ferrée privée pour recevoir les livraisons. Il y avait plusieurs grands jardins, et Huntington a acheté un jardin de thé japonais initialement situé à Pasadena, le déplaçant sur sa propriété. Vivant dans la maison avec sa seconde épouse, Arabella, Huntington a amassé une grande collection d'art coûteux, qu'il a rassemblé dans une galerie à l'intérieur de sa maison après sa mort, en 1924. Après le décès de Huntington en 1927, sa collection, ainsi que toute sa maison, ont été ouvertes au public en tant que galerie, maintenant connue sous le nom de Huntington Art Gallery. La star Myrna Loy avait de nombreux jardins et une piscine qui ressemblait à un lac. Bien que l'actrice Myrna Loy ait un jour affirmé « Nous n'avons ni salle de bal, ni salle de jeu, ni salle de projection, ni bar sophistiqué », la maison qu'elle partageait avec son mari était tout de même plus qu'impressionnante. Connue sous le nom de Lime Orchard, la maison se trouvait à Pacific Palisades, près de Sunset Boulevard. Ce qu'elle manquait en commodités intérieures, elle le compensait par le terrain. Avec un jardin à l'anglaise, un verger de citronniers, une piscine construite pour ressembler à un lac et un court de tennis construit sur le flanc d'une colline, il y avait beaucoup à apprécier. Loy aimait cultiver des aliments dans leur jardin et prendre soin de leurs centaines de variétés de roses. Elle a également construit une maison de bain près du verger pour lui rappeler ses jours de jeunesse. Les domestiques du couple avaient également leur propre quartier sur la propriété, et le personnel comprenait un cuisinier, 7 jardiniers, un chauffeur, et plusieurs femmes de chambre, dont une employée uniquement pour la lessive. Louis B. Mayer acheta à sa fille Eddie le manoir qui deviendrait l'un des plus grands lieux de fête d'Hollywood. Eddie Getz était la fille de Louis B. Mayer, cofondateur de MGM, et il lui acheta une maison dans le quartier huppé de Holmby Hills à Los Angeles. Elle et son mari, le producteur William Getz, transformèrent leur somptueuse demeure en l'un des lieux de fête les plus célèbres d'Hollywood. Construit en 1938, le domaine comprend 2 piscines et 3 maisons d'hôtes sur un terrain de 2,16 acres, en plus de la maison principale de près de 20 000 pieds carrés. Résidence. L'intérieur comprend 9 salles de bain, 11 chambres, une salle de projection privée, et une bibliothèque et un bar art déco. Il y avait tellement d'espace pour les invités que Frank,
Sinatra et Mia Farrow ont tenu leur réception de mariage à la maison en 1966. Après la disparition de William en 1969, Eddie a vécu seul dans la maison jusqu'à son décès en 1988. L'ancien directeur financier de Disney, Gary L. Wilson, a ensuite acheté la maison et l'a combinée avec une propriété voisine pour un total de 4,39 acres. La propriété a ensuite été à nouveau divisée et vendue, et l'investisseur Nicolas Berggren a acheté la maison principale et une maison d'hôte en 2017 pour plus de 40 millions de dollars. La maison de 9700 pieds carrés de Charlton Heston a récemment été vendue pour 12 200 000 dollars. Construite en 1959, l'ancienne maison de Charlton Heston était située sur 3 acres au-dessus de Coldwater Canyon à Beverly Hills. Cette année-là a été importante pour l'acteur. Il a remporté un Oscar pour sa performance dans Ben-Hur, et la maison nouvellement construite serait sa demeure pour le reste de sa vie. Le manoir de style moderne mi-siècle fait presque 9700 pieds carrés et est situé sur une colline, permettant à ceux à l'intérieur de contempler le terrain à travers les nombreuses parois vitrées de la maison. Se vantant d'un salon à plan ouvert, la maison comprend 6 salles de bain, 5 chambres, une bibliothèque sur 2 étages, un bar en marbre et une grande cheminée. À l'extérieur, une piscine et une terrasse, un pavillon de tennis et une salle de projection offrent tous des espaces de divertissement. Il y a même une allée fermée assez grande pour contenir 10 voitures. Heston a également aménagé un atelier d'art dans un bâtiment de 3 étages avec un ascenseur. Après le décès de Heston en 2008, sa famille a gardé la maison jusqu'à sa mise en vente en 2016. La maison a été vendue pour 12,2 millions de dollars, apparemment achetée par le réalisateur Luc Besson. William Randolph Hearst a offert à sa maîtresse un manoir en bord de mer de 100 pièces. En plus du célèbre château de William Randolph Hearst, magnate de la presse, à San Simeon, Californie, il a également construit une maison pour sa maîtresse, l'actrice Marion Davies, avec laquelle il avait une liaison. Au début des années 1920, il a acheté un terrain le long de la Pacific Coast Highway à Santa Monica pour construire à Davies son palais, et elle est devenue l'une des nombreuses célébrités riches à posséder des terres sur ce qui commençait à être connu comme la Gold Coast. Hearst a acheté 15 parcelles de terrain le long de l'océan et les a combinées en une seule propriété totalisant 5 acres. La construction d'Ocean House a commencé en 1926, et une fois terminée, la structure de style Renaissance géorgienne comptait plus de 100 pièces, y compris une salle de bal, une salle de banquet et une taverne complète. Les invités ont probablement eu peu de difficultés à trouver une salle de bain puisqu'il y en avait 55, et ils pouvaient facilement rester au chaud devant l'une des 36 cheminées. À l'extérieur, le manoir comportait une piscine de 110 pieds de long, des cours de tennis, des jardins et des maisons pour le personnel. On rapporte que Hearst a dépensé 7 millions de dollars pour la maison, dont seulement 3 millions pour la construction elle-même. Le reste du budget a servi à payer le mobilier. On rapporte que la dépense en valait la peine, cependant, puisque Ocean House est devenu l'un des lieux de fête les plus prisés de l'époque pour l'élite hollywoodienne. Davis vendit la maison en 1947 à Joseph Drown, qui transforma la propriété en un hôtel exclusif et en Sand and Sea Club. Bien que le Sand and Sea Club ait continué à fonctionner, la maison principale a été démolie en 1956 et la propriété a été vendue à l'État de Californie plusieurs années plus tard. Après que le tremblement de terre de Northridge en 1994 ait détruit toutes les structures sur la propriété, la ville de Santa Monica a décidé de convertir la propriété en un espace communautaire. Avec l'aide financière de la Fondation Annenberg, ils ont créé la Annenberg Community Beach House à Santa Monica State Beach, qui a ouvert au public en 2009. Rudolph Valentino se cachait dans ce qu'il appelait le Falcon Lair. L'idole du cinéma muet, Rudolph Valentino, a acheté une maison au-dessus de Beverly Hills pour lui et sa femme en 1925. Construit en 1923, la maison de 16 pièces était située sur 8 acres, que Valentino a rempli avec un grand garage pour ses nombreuses voitures, des quartiers pour son personnel, des chenils pour ses chiens et des écuries pour ses chevaux précieux. La maison à 2 étages a été conçue dans un style de villa espagnole avec un toit en tuiles rouges, des murs en stuc, des plafonds à poutres en bois et plusieurs cheminées. Puisqu'il était en train, avec sa femme, de planifier un film sur Elcide intitulé Le Faucon encapuchonné, ils ont nommé leur nouvelle maison Falcon Lair. Remplie de décorations somptueuses et d'antiquités, la maison est devenue l'endroit idéal pour que Valentino échappe à ses hordes de fans. Malheureusement, le mariage de Valentino s'est effondré peu de temps après leur emménagement à Falcon Lair. Dans sa dépression, il a construit un grand mur de pierre et un portail imposant autour de la maison.
après que Valentino soit décédé de péritonite en 1927. Un courtier en diamants a acheté la maison pour 145 000 $. La maison a changé de main plusieurs fois après cela, avec des histoires surgissant au sujet du fantôme de Valentino hantant la propriété. L'héritière du tabac Doris Duke a acheté la maison en 1953 et y a vécu jusqu'à son décès en 1993. Bien que des personnes aient essayé de rénover Falcon Lair, il a été démoli définitivement et la propriété a été divisée en 2005. Cependant, l'écurie et la maison du personnel étaient toujours là et ont été achetées, rénovées et mises en vente en 2018 pour 29 500 000 $. Le manoir Pickfair de Mary Pickford et Douglas Fairbanks a popularisé les piscines en 1919. En 1919, le couple puissant du vieux Hollywood, Mary Pickford et Douglas Fairbanks, a acheté 15 acres de terrain sur Summit Drive à Beverly Hills pour 35 000 $. La propriété était auparavant inhabitée à l'exception d'une petite cabane de chasse jusqu'à ce que les deux stars du cinéma muet commencent à construire leur maison de rêve. Ils ont engagé Wallace Neff pour concevoir leur maison qui disposait de vastes jardins, d'un toit en cuivre et de 22 pièces. Pickford et Fairbanks ont également installé une piscine, l'une des premières à être construite à Los Angeles. Ils ont nommé leur maison Pickfair, et non seulement ils ont inspiré d'autres personnes riches à acheter des terres dans la région de Beverly Hills, mais le couple a également contribué à lancer la tendance des gens à construire des piscines privées à côté de leur maison. Pickfair est également devenu un lieu où de nombreuses célébrités d'Hollywood venaient de se détendre, et il a accueilli de nombreux invités célèbres, dont Fatty Arbuckle, Charlie Chaplin et même Albert Einstein. En 1930, Pickford et Douglas ont ajouté 2 ailes supplémentaires à leur manoir. L'espace supplémentaire devint utile lorsque leur relation se détériora, et le couple aurait revendiqué leurs propres ailes pour limiter leur contact l'un avec l'autre. Après leur divorce en 1936, Pickford a gardé le contrôle de la maison et a divisé la propriété en unités plus petites avant de décéder en 1979. Un an plus tard, le propriétaire des LA Lakers, Jerry Buss, aurait acheté la maison et la propriété alors de 2,7 acres pour 5 362 500 $ avant de la vendre en 1988 à l'actrice-chanteuse Pia Zadora et son riche mari, Meshulam Riklis. Bien que Buss ait fait peu de mises à jour à la maison, Zadora avait d'autres idées. Après avoir apparemment payé 6 675 000 $, le couple a déclaré qu'il préserverait et restaurerait Pickfair, mais l'ont plutôt démoli, affirmant que la maison était infestée de termites et peut-être de fantômes. Zadora et Riklis ont construit une nouvelle maison sur la propriété, qui comprenait une discothèque et un salon. Elle a été mise sur le marché en 2008 pour 60 millions de $. Audrey Hepburn a vécu dans un manoir qui serait plus tard possédé par Eva Gabor. La célèbre maison d'Audrey Hepburn à Holmby Hills a également été possédée par plusieurs autres célébrités, y compris Mia Farrow, David Niven et plus célèbrement Eva Gabor. Construite en 1938, la maison mesurait près de 7000 pieds carrés et comportait 4 salles de bain et 6 chambres. À l'extérieur, les résidents et les invités pouvaient profiter d'une piscine, d'un court de tennis et de jardin. Les visiteurs avaient leur propre maison d'hôtes séparée, et les domestiques vivaient dans leur propre quartier avec des espaces de repas et de vie séparés, ainsi que 2 salles de bain. En passant devant des colonnes et des jardinières à l'extérieur des portes principales, les visiteurs de la maison principale entraient dans un grand foyer avec un lustre suspendu et un escalier courbe. Des murs en verre permettaient à ceux à l'intérieur de voir le domaine, qui s'étendait sur un peu plus de 1 acre. Hepburn et son premier mari, Mel Ferrer, ont vécu dans la maison à partir de 1960. Mais Gabor y est resté le plus longtemps, du milieu des années 1970 jusqu'à sa mort en 1995. Par la suite, la famille de Gabor a vendu la propriété pour 2 millions de $. En 2017, la maison était à nouveau en vente, cette fois pour 14 millions de $. Le domaine du magnate des médias Harry Warner était la future maison de Marilyn Monroe. Le cofondateur de Warner Brothers, Harry Warner, a construit sa maison en 1923 sur un terrain d'1 acre et 1 quart à Beverly Hills. La résidence principale de 13 000 pieds carrés a été conçue dans un style colonial géorgien et comportait 14 pièces. La propriété comprenait également un lagon avec une cascade, un court de tennis, un jardin européen et une allée pavée avec portail. Warner a construit une maison d'hôtes sur la propriété, qui a accueilli de nombreuses célébrités célèbres au fil des ans, y compris Marilyn Monroe. En tant que magnate du cinéma, Warner avait besoin de pouvoir regarder des films. Il a donc créé une salle de projection au sous-sol.
La maison avait 10 salles de bain et était décorée de fenêtres en verre gravé, un bar, intérieur, extérieur, et une cheminée sculptée à la main. Bien que la maison et la propriété existent encore aujourd'hui, Warner l'a vendue pour aider à financer The Jazz Singer en 1927. Elle a eu plusieurs propriétaires et a servi de doublure pour la maison d'O.J. Simpson dans la mini-série FX, The People vs. O.J. Simpson. En 2017, il était à vendre pour environ 36 millions de dollars. Alla Nazimova a aidé à construire le Garden of Allah, un des lieux de fête les plus célèbres du vieux Hollywood. En 1918, l'actrice Alla Nazimova a commencé à louer un manoir de 40 pièces sur Sunset Boulevard pour lequel elle a payé 50 000 dollars. Elle a rapidement commencé à développer les 3 acres et demi sur lesquels se trouvait la maison et a construit une piscine plus grande que tout autre à Hollywood à l'époque. Les célébrités se rassemblaient à la maison pour se détendre ou faire la fête, et lorsque des problèmes financiers ont forcé Nazimova à vendre le manoir dans les années 1920, les fêtes ne se sont pas arrêtées. Les promoteurs ont transformé la maison en un hôtel de 30 bungalows nommé le Garden of Allah. Non seulement les célébrités s'y retrouvaient pour faire la fête, mais beaucoup revendiquaient également l'hôtel comme leur résidence. Marlène Dietrich, Humphrey Bogart et Errol Flynn ont tous appelé le Garden of Allah leur maison à un moment donné, parmi de nombreux autres invités célèbres. L'alcool, les substances contrôlées et l'amour y circulaient librement. Et les histoires sur ce qui s'y passait alimentaient les colonnes de potins pendant des années. Bien qu'elle ne possédât plus l'hôtel, Nazimova y loua une chambre jusqu'à son décès en 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, le Garden of Allah tomba en ruine et attira des résidents plus miteux. Il ferma finalement en 1959 et le bâtiment fut démoli. Harold Lloyd a dépensé sa fortune des films muets pour le domaine Green Acres. En tant que l'un des plus grands comédiens de cinéma muet de son temps, Harold Lloyd a affiché son succès lorsqu'il a acheté 11 acres de propriété à Benedict Canyon en 1923 pour 100 000 dollars. Il a ensuite payé 39 000 dollars pour 4 acres supplémentaires de propriétés voisines pour les combiner en 15 acres. La construction d'une nouvelle maison a commencé en 1926 et a fini par coûter environ 2 millions de dollars. Le domaine comprenait un parcours de golf de 9 trous avec un étang pour canoë et un clubhouse qui ressemblait à un vieux moulin, une cascade, une piscine olympique et 12 jardins distincts. Même la fille de Lloyd a reçu son propre cottage séparé de 4 pièces avec une grange où elle pouvait jouer. La maison de 3600 mètres carrés comptait 44 pièces. Lloyd a décoré l'intérieur avec des objets soit antiques, soit faits sur mesure. Il a employé plus de 30 domestiques pour gérer la maison et la propriété, qui comprenait sa propre ligne téléphonique. La famille a officiellement emménagé dans la maison en 1929, organisant une fête de 3 jours pour célébrer. Lloyd a nommé sa propriété Green Acres en 1936 et y a vécu jusqu'à son décès en 1971. Bien que Lloyd ait voulu que sa maison soit transformée en musée après sa mort, des problèmes financiers ont contraint la famille à l'abandonner. Elle a été vendue aux enchères en 1975 et achetée pour 1 600 000 dollars par un promoteur qui a rasé la plupart des constructions de Lloyd, a divisé la propriété et a laissé le manoir tomber en ruine abandonné. Le Pink Palace de 25 pièces de Jane Mansfield scintillait littéralement au soleil. La célèbre maison de l'actrice Jane Mansfield au Demilson Sunset Boulevard est devenue une grande partie de sa marque, à tel point qu'elle a été nommée le Palais Rose. Elle a acheté la maison pour 74 000 dollars avec son mari, l'ancien Monsieur Univers Mackay Hargitay, après leur mariage en 1958. Mansfield a rapidement redessiné la maison, construite à l'origine dans les années 1920 à son goût, en utilisant sa couleur préférée, le rose. Mansfield et Hargitay ont construit un mur en pierre rose pour entourer leur propriété de 3 acres et demi et ont installé un haut portail en métal avec GM à l'intérieur d'un cœur. La maison de Mansfield attirait tellement d'attention que des curieux se rassemblaient souvent et provoquaient des embouteillages à l'extérieur. Le Pink Palace était célèbre pour sa piscine en forme de cœur que Hargitay avait construite lui-même et décorée de carreaux formant les mots « Je t'aime, Janie » au fond. Les murs extérieurs de la maison étaient peints en rose avec du quartz mélangé pour réfléchir la lumière du soleil et scintiller. L'intérieur de la maison était somptueusement décoré avec des cupidons, des cœurs et la couleur rose. Elle comportait une salle de bain avec le sol et les murs entièrement recouverts de moquettes shag rose et une baignoire en forme de cœur. On y trouvait également une fontaine à champagne. Mansfield et Hargitay prétendaient que leur maison comptait 25 pièces, dont 11 salles de bain.
Après que Mansfield a péri dans un accident de voiture en 1967, la maison a été vendue de nombreuses fois, et les propriétaires incluaient apparemment Ringo Starr et Mama Cass. Engelbert Humperdinck a vécu dans le palais pendant 17 ans avant de le vendre à un voisin en 2002. L'acheteur possédait une propriété nommée Owlwood, qui se trouvait derrière la maison de Mansfield, et était auparavant occupée par Tony Curtis, ainsi que Sonny et Cher. Le propriétaire de Owlwood a fini par démolir l'ancienne maison de Mansfield, ainsi que celle d'une autre voisine légendaire, Esther Williams, pour profiter pleinement de sa propriété de maintenant 10 acres. Frances Marion et Fred Thompson ont construit leur maison de rêve sur Enchanted Hill. La scénariste Frances Marion et son mari, l'acteur de cinéma muet Fred Thompson, ont acheté environ 24 acres de terrain à Beverly Hills et y ont construit leur maison en 1927. Ils ont nommé leur propriété Enchanted Hill et, avec leur demeure de style colonial espagnol, ont construit des écuries pour les chevaux de Thompson, des jardins, une piscine et un cours de tennis. Il était situé en hauteur sur une colline au-dessus de Benedict Canyon sur Angel Drive, offrant au couple une vue imprenable sur leur propriété et les environs. Malheureusement, le couple n'a pas pu profiter longtemps de leur maison ensemble, car Thompson a marché sur un clou rouillé et a développé le tétanos, qui a rapidement mis fin à sa vie. Désespéré, Marion a vendu la propriété en 1929 pour 540 000 $. Le domaine a changé de main plusieurs fois, et les propriétaires suivants ont acheté des terrains supplémentaires jusqu'à ce que la propriété atteigne 120 acres. Paul Allen, cofondateur de Microsoft, a acheté la propriété pour 20 millions de dollars en 1997 et a démoli la maison d'origine. Il a ensuite construit une maison de 50 000 pieds carrés. À partir de 2019, la propriété est à vendre pour 110 millions de dollars, avec son propre site web. Le ranch de 20 acres de Clark Gable et Carole Lombard était un refuge paisible dans la vallée de San Fernando. La légende du grand écran Clark Gable a acheté un ranch dans la région d'Encino, dans la vallée de San Fernando, au milieu des années 1930, aurait payé environ 50 000 $ pour près de 20 acres. À la recherche d'une échappatoire au tumulte d'Hollywood, Gable et sa femme, Carole Lombard, ont transformé le terrain en une retraite pastorale où ils pouvaient profiter d'une vie plus paisible avec leurs chevaux, chiens et animaux de ferme. La maison principale était une résidence de style ranch modeste, reflétant la préférence de Gable pour un environnement de vie plus simple et rustique. Cependant, la propriété offrait un vaste espace pour recevoir. Des jardins luxuriants et une longue allée bordée d'arbres accueillaient les invités, tandis que les champs ouverts autour de la maison préservaient le sentiment de tranquillité du couple. Carole Lombard a ajouté des touches personnelles, y compris un petit verger et un potager, répondant à son amour pour les produits frais et le style de vie décontracté de Californie. Tragiquement, Lombard est décédé dans un accident d'avion en 1942, laissant Gable dévasté. Il a continué à garder le ranch pendant un certain temps, trouvant du réconfort dans l'intimité qu'il offrait. Au fil des années, la propriété a changé de main plusieurs fois, et certaines zones ont été subdivisées pour un développement ultérieur. Bien qu'une grande partie de la superficie d'origine ait été réduite, certaines portions du terrain conservent encore l'ambiance et le charme rural de l'ancien Encino, rendant hommage discrètement à deux des stars les plus aimées d'Hollywood. La ferme Mulholland d'Errol Flynn est devenue un lieu de rencontre légendaire. L'acteur flamboyant Errol Flynn était connu pour son esprit aventureux, à la fois à l'écran et en dehors, et son domaine de Mulholland Farm est devenu le lieu de nombreuses anecdotes hollywoodiennes. Construit en 1941 au sommet des routes sinueuses de Mulholland Drive, la résidence de Flynn s'étendait sur environ 11 acres. La maison elle-même, conçue dans un style ranch rencontre espagnol, présentait des murs en stuc, des toits en tuiles et de grandes fenêtres donnant sur la vaste propriété. Réputée pour ses fêtes sauvages, Flynn aurait ajouté des panneaux cachés et des passages secrets à l'intérieur de la maison, alimentant des décennies de rumeurs sur les événements somptueux et parfois scandaleux qui s'y déroulaient. Au-delà de l'intrigue, Mulholland Farm offrait des aménagements luxueux pour l'époque, incluant une piscine avec vue panoramique sur le canyon, des écuries et un chalet privé pour les invités. Flynn a également construit une modeste salle de projection, s'assurant que lui et son entourage pouvaient visionner les derniers films sans quitter son havre en hauteur. Après les difficultés financières de Flynn et son décès en 1959, la propriété a changé de propriétaire plusieurs fois, succombant progressivement à la négligence. Les rénovations ultérieures visaient à capturer l'aura de l'âge d'or d'Hollywood, tout en modernisant ses équipements. Des portions du terrain d'origine ont été vendues,
et la maison principale elle-même a subi des modifications significatives. Aujourd'hui, les échos des célèbres fêtes de Flynn restent une partie intégrante du folklore de Mulholland Drive, car la réputation du domaine attire encore comme des fans curieux de l'histoire d'Hollywood. La résidence de Carole Lombard à Bel Air reflétait son style personnel. Bien qu'elle partageait un ranch à Encino avec Clark Gable, Carole Lombard possédait également une propriété à Bel Air au sommet de sa carrière. Achetée à la fin des années 1930, la maison était nichée parmi les collines exclusives et mesurait d'environ 6000 pieds carrés. Lombard a opté pour un design élégant et confortable, décorant les intérieurs avec des meubles somptueux, des touches art déco et des tons pastel doux. Les jardins bien entretenus étaient un point fort de la propriété. Des massifs de fleurs bordèrent l'allée et un petit bassin de carpe koi ajoutait un élément tranquille au jardin. Bien que la maison de Bel Air manquât de certaines caractéristiques plus ostentatoires populaires auprès d'autres célébrités, comme les salles de projection privées ou les terrains de golf, sa décoration de bon goût et ses vues pittoresques témoignaient du goût raffiné de Lombard. Elle organisait occasionnellement des réunions intimes pour ses amis proches, préférant des événements sociaux plus décontractés aux somptueuses soirées hollywoodiennes de l'époque. Après son décès prématuré, la propriété a été vendue et a changé de main de nombreuses fois. Certains propriétaires ont choisi de rénover ou d'agrandir, ajoutant des commodités plus en phase avec le luxe moderne. Malgré ces changements, des aperçus du style original de Lombard subsistent dans les détails architecturaux de la maison, préservant une partie de son glamour discret pour que les générations futures puissent l'apprécier. Maintenant, que s'est-il réellement passé avec ces demeures après leurs propriétaires? Certaines restent debout dans toute leur splendeur, transformées en musées ou en espaces communautaires. D'autres ont été démolies, subdivisées ou rénovées au point d'être méconnaissables. À travers leurs nombreux propriétaires, faites somptueuses et parfois tumultueuses histoires financières, ces domaines racontent chacun une histoire de la grandeur de l'ancien Hollywood. Le manoir de 11 000 pieds carrés de Buster Keaton. Après le divorce de Buster Keaton avec Natalie Talmadge en 1932, elle est restée dans le somptueux domaine de Beverly Hills qu'il partageait autrefois. Au fil des années, il a accueilli non seulement des figures éminentes d'Hollywood, mais a finalement vu divers changements des lignes de propriété. Le terrain d'origine de Keaton a fini par être subdivisé et la maison est passée entre différentes mains. Parmi elles, Cary Grant et James Mason, qui y ont chacun apporté de petites modifications pendant leur séjour. En 2016, un nouveau groupe de propriétaires a fameusement réassemblé la propriété en achetant des terrains adjacents pour restaurer une partie des 3,5 acres d'origine et l'a acheté pour 16,2 millions de dollars. Aujourd'hui, le domaine conserve une grande partie de son charme italo-espagnol, bien que des couches de rénovation modernes aient été intégrées. Le domaine de 55 000 pieds carrés d'Henry E. Huntington. La grande résidence d'Henry Huntington à San Marino a échappé au destin de tant d'autres anciens domaines. Plutôt que d'être démolie ou transformée en complexe privé, elle est devenue un monument culturel. Après la mort de Huntington en 1927, sa vaste collection d'art et le manoir lui-même ont été ouverts au public, formant la pierre angulaire de ce qui est maintenant la bibliothèque, musée d'art et jardin botanique Huntington. Le domaine de Myrna Loy avec son verger de citron vert. Alors que la maison de Myrna Loy à Pacific Palisades était éclipsée en notoriété par certaines des plus grandes demeures de Beverly Hills, elle est restée un joyau caché de l'âge d'or. Après le départ de Loy, la propriété est passée entre plusieurs mains, chacune apportant des modifications au court de tennis, construit sur une colline, et à la piscine ressemblant à un lac. Bien que des ajouts comme des salles de projection ou des salles de jeu n'aient jamais été introduits, la propriété a été minutieusement entretenue pendant de nombreuses décennies. Aujourd'hui, les principaux attraits du domaine restent ses jardins anglais luxuriants et le verger de lime d'origine. Le cadeau de Louis B. Mayer à Eddie Goetz. Le manoir d'Eddie Goetz à Holmby Hills est devenu un lieu de fête légendaire, accueillant des réceptions de mariage pour des icônes comme Frank Sinatra et Mia Farrow. Après le décès d'Eddie en 1988, la propriété a connu une série de changements de propriétaires, finissant par être combinée avec une parcelle voisine pour former un vaste domaine de 4,39 acres. Des parties de ce terrain combiné ont été revendues, fragmentant le cadre original. Plus récemment, Nicolas Berggren a acheté la maison principale et l'une des maisons d'hôtes pour plus de 40 millions de dollars. L'endroit caché de Charlton Heston, moderne des années 1950, étalé sur 3 acres au-dessus de Coldwater Canyon, l'emblématique maison de Charlton Heston a été témoin de sa prolifique carrière à Hollywood, de 1959 jusqu'à sa mort, en 2008. Bien que modeste selon certaines normes de célébrité contemporaine,
Le plan d'étage ouvert de la maison, ses murs en verre et sa bibliothèque à 2 étages ont attiré l'attention de plusieurs acheteurs potentiels une fois la propriété mise sur le marché. Achetée en 2016 pour 12,2 millions de dollars, apparemment par directeur Luc Besson. La maison a subi des rénovations pour préserver son style moderne du milieu du XXe siècle tout en modernisant les systèmes mécaniques et les espaces extérieurs. Ocean House de William Randolph Hearst pour Marion Davies. S'il y avait un jour une demeure qui égalait le faste du château de Hearst, c'était le manoir de 100 pièces en bord de mer construit pour Marion Davies à Santa Monica. Connue sous le nom d'Ocean House, elle est devenue célèbre pour ses fêtes somptueuses, ses 55 salles de bain et ses 36 cheminées. En 1947, cependant, Davis a vendu la propriété, entraînant sa transformation en Sand and Sea Club. Les propriétaires suivants ont finalement démoli une grande partie du bâtiment original en 1956 et les structures restantes ont subi de graves dommages lors du tremblement de terre de Northridge de 1994. Falcon Lair de Rudolph Valentino. Parmi les résidences les plus romancées des débuts d'Hollywood, Falcon Lair se dressait au-dessus de Beverly Hills. Après le décès de Valentino en 1926, la propriété changea de main plusieurs fois, acquérant une aura légendaire grâce aux rumeurs de hantise. L'héritière du tabac Doris Duke l'a possédée pendant des décennies, mais au début des années 2000, la plupart des structures originales s'étaient détériorées. En 2005, le manoir lui-même a été démoli, les promoteurs découpant le terrain. Pickfair. La vitrine de Mary Pickford et Douglas Fairbanks. Autrefois salué comme le summum du glamour hollywoodien, Pickfair prospérait en tant que lieu de fête étoilé pendant des décennies. Après le divorce de Pickford et Fairbanks, le manoir a été progressivement divisé en unités plus petites. Lorsque Jerry Buss l'a acheté en 1980, une grande partie du terrain avait déjà été vendue. Lorsque Piazza Dora et Meshulam Riklis ont acquis la propriété en 1988, ils ont célèbrement démoli la structure vieillissante, invoquant des dommages causés par les termites et des rencontres fantomatiques. Le refuge de Holmby Hills d'Audrey Hepburn. La résidence tranquille d'Audrey Hepburn sur Delphern Drive se distinguait par son élégance discrète. Au fil des années, Mia Farrow, David Niven et Eva Gabor ont chacun apporté leurs influences à la propriété, agrandissant ou modifiant certaines sections. Gabor, la propriétaire ayant résidé le plus longtemps, y a vécu jusqu'en 1995. Avec le temps, la propriété a été vendue pour 2 millions de dollars, puis remise sur le marché en 2017 pour un prix bien plus élevé de 14 millions de dollars. Le domaine colonial géorgien de Harry Warner. Malgré son histoire riche et ses invités célèbres, y compris Marilyn Monroe dans la maison d'hôte de la propriété, l'ancienne maison de Harry Warner attire désormais principalement l'attention pour son architecture et ses apparitions dans les médias modernes. Après que Warner l'a vendu en 1927 pour aider à financer le chanteur de jazz, une série de propriétaires a amélioré les caractéristiques de la propriété, et elle a brièvement servi de lieu de tournage pour la série FX American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Mise en vente pour 36 millions de dollars en 2017, la maison conserve l'allée de pavés, le lagon et le cours de tennis, mais ses aménagements paysagers ont été rafraîchis, mettant l'accent sur la haute confidentialité et la sécurité. Le jardin d'Allah Nazimova. Réputé pour ses soirées tapageuses et la débauche présumée, le jardin d'Allah a commencé comme le manoir privé de Nazimova, avant de se transformer en hôtel de style bungalow. Dans les années 1950, ce qui était autrefois une retraite glamour était tombé en ruine, attirant une clientèle plus désargentée avant de finalement fermer en 1959. Le bâtiment a ensuite été démoli et un centre commercial a pris sa place au grand dam des défenseurs du patrimoine de Hollywood. Greenacre de Harold Lloyd. Avec 44 chambres et plus d'une douzaine de jardins, Greenacre incarnait le succès comique de la star du cinéma muet, Harold Lloyd. Toutefois, le domaine s'est avéré difficile à entretenir financièrement après la disparition de Lloyd en 1971. Plutôt que de devenir le musée que Lloyd avait imaginé, il a été vendu en 1975 pour 1 600 000 $ à un promoteur qui a enlevé beaucoup de ses éléments grandioses et subdivisé le terrain. Bien que le manoir lui-même soit resté debout, il est tombé en délabrement pendant quelques années, suscitant des inquiétudes quant à la préservation de ce qui restait. Au cours des dernières décennies, certaines parties de Green Acres ont été restaurées par endroits, mais elles sont loin des 15 acres de chefs-d'œuvre que Lloyd avait conçus avec tant d'amour. Le Pink Palace de Jane Mansfield. Ancienne attraction éblouissante sur Sunset Boulevard,
Le Pink Palace a subi de nombreuses transformations après la mort prématurée de Mansfield en 1967. Ringo Starr et Mama Cass ont été brièvement évoqués comme propriétaires ou résidents, et Engelbert Humperdinck a vécu dans la propriété pendant près de 2 décennies. Mais finalement, le nouveau propriétaire, qui possédait également le domaine voisin, Hallwood, J., choisit de démolir les murs roses emblématiques de Mansfield en 2002 pour fusionner les 2 parcelles. Bien que le site fasse maintenant partie d'un grand terrain de 10 acres, il ne reste que des histoires et quelques photographies préservées de la flamboyante piscine en forme de cœur et du décor perpétuellement rose de Mansfield. Francis Marion et Fred Thompson's Enchanted Hill. Enchanted Hill a commencé comme un domaine de rêve pour la scénariste Frances Marion et la star du cinéma muet Fred Thompson, mais une tragédie est survenue lorsque Thompson est mort du tétanos. Marion l'a vendu peu après, et divers propriétaires ont ajouté des terres au fil du temps, atteignant jusqu'à 120 acres. Le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a ensuite acheté la propriété en 1997 pour 20 millions de dollars, rasant les structures originales pour construire une grande résidence de 50 000 pieds carrés. En 2019, Enchanted Hill a été mis sur le marché pour 110 millions de dollars, reflétant comment le site, bien que radicalement changé, conserve un attrait durable grâce à son emplacement et son passé légendaire. Le ranch de Clark Gable et Carole Lombard dans la vallée de San Fernando. Bien que moins célèbre pour son opulence que certaines propriétés de Beverly Hills, le ranch d'Encino de Clark Gable est devenu un refuge précieux. Après la mort tragique de Lombard, Gable a gardé la propriété pendant un certain temps. Finalement, des parcelles du terrain ont été vendues ou développées, réduisant les 20 acres d'origine. Certaines des caractéristiques originales des maisons de ranch, comme les écuries, ont depuis longtemps disparu, remplacées par des quartiers suburbains. Cependant, des traces du charme rural que Gable appréciait peuvent encore être vues dans quelques anciennes structures restantes et les allées bordées d'arbres qui évoquent l'Encino des années 1930. La ferme Mulholland d'Errol Flynn. Situé au sommet de Mulholland Drive, le domaine d'Errol Flynn est devenu légendaire pour ses passages secrets et ses soirées scandaleuses. Des problèmes financiers ont forcé Flynn à abandonner la maison avant sa mort en 1959. Au fil du temps, des parties du terrain ont été vendues pour de nouvelles constructions et des périodes de négligence ont laissé la maison en mauvais état. Les efforts de restauration ont finalement insufflé une nouvelle vie à la propriété, bien qu'elle ait été radicalement reconfigurée pour des goûts modernes. L'esprit d'Hollywood de Flynn subsiste dans la mythologie de la propriété, perpétuée par les historiens et les fans qui se souviennent des histoires légendaires de ces fêtes sur la colline. La résidence de Carole Lombard à Bel Air. Le refuge de Carole Lombard à Bel Air était relativement sobre, bien qu'il comprenait un étang à Carpescoy et de magnifiques jardins soigneusement entretenus. Vendue après son décès prématuré, la propriété a été échangée entre divers propriétaires qui ont modernisé l'intérieur et, dans certains cas, agrandi la structure. Cependant, des détails architecturaux clés comme les touches Art déco étaient souvent préservés en hommage au goût de Lombard. Bien que la propriété soit nichée dans l'un des enclaves les plus exclusifs de Los Angeles, les échos du style gracieux de Lombard restent présents dans sa palette pastel et ses espaces de réception. Intime plutôt qu'ostentatoire.